Bonjour Colin de la Higuera. Bonjour Claude Tran. Vous êtes professeur d'informatique à Nantes, Université de Nantes, et vous êtes aujourd'hui à Tours, au Congrès international de la MOPA. Vous y avez fait une intervention, mais pourquoi? J'ai été invité par des gens qui ont montré un grand intérêt pour le sujet. Donc quand je peux, je viens faire plaisir à des gens de tous les âges, de toutes les tendances. Et dans ce cas-là, les missions de la MOPA me semblaient tout à fait compatibles avec le message que je cherche à porter sur l'intérêt important, grandissant de l'intelligence artificielle en éducation. Alors, vous intervenez souvent, beaucoup, dans toute la France et peut-être même à l'étranger, mais vous-même, vos objectifs, quels sont-ils? Donc effectivement, le sujet de l'IA est un sujet majeur aujourd'hui, donc je suis invité à prendre la parole assez régulièrement, et beaucoup de fois par simple internet. Ici, non, je suis content d'être présent. Donc l'intérêt, il est de faire prendre conscience, parce que on voit ça de loin, on pense que c'est juste un petit gadget peut-être qui va arriver, ou alors au contraire, on est catastrophé et on se dit qu'on ne peut rien y faire. Et en fait, on peut faire beaucoup de choses. Il va falloir faire beaucoup de choses pour que notre système éducatif prenne en compte la réalité de l'intelligence artificielle. Donc, convaincre les uns et les autres fait partie de ce que je vois comme mon travail, allez, on peut dire ma mission. Et les interventions des participants, comment les avez-vous trouvées? Ah, j'ai trouvé ça génial, j'ai vu un intérêt majeur. J'étais un peu désemparé, c'est un grand mot, mais quelque part, les collègues qui étaient à la table ronde, qui avaient d'autres choses à dire qui étaient très intéressantes, devaient être un petit peu déçus parce que toutes les questions concernaient l'intelligence artificielle. Mais c'est un peu normal aussi, c'est le sujet qui préoccupe. Est-ce que ça va changer tellement notre métier que ça va rendre le métier d'enseignant plus intéressant? Ou au contraire, est-ce que ça va être un sujet malheureusement de plus, pour quelque part freiner l'enseignant dans ce qui devrait être son enthousiasme. C'est sur ces sujets-là que je travaille en ce moment avec l'équipe de la chaire UNESCO que j'anime, et c'est de ça que je suis venu parler. Alors, justement, parlons de cette chaire UNESCO. Cette chaire UNESCO a changé d'appellation, de nom. On a vu s'y ajouter des ressources éducatives libres. Quel sens y donner? Donc effectivement, la chaire a deux pieds, deux pattes. La patte intelligence artificielle et puis la patte ressources éducatives libres. On peut penser que c'est antagoniste, d'accord? L'IA d'un côté, l'industrie, le business, et puis les REL de l'autre côté, mais plutôt l'action communautariste visant à partager. Et en fait, je suis persuadé que les deux se complètent. L'IA conduit à une accélération des choses. C'est évident. Aujourd'hui, il faut malheureusement faire vite. Pas du tout la vitesse à laquelle ont envie de travailler le ministère de l'Éducation nationale, les grands organismes, les enseignants eux-mêmes. Il faut normalement prendre son temps, digérer, comprendre avant de rajouter peut-être de nouveaux enseignements au lycée ou au collège. Et pourtant, il va falloir aller plus vite que ça. Et si on va plus vite, on peut difficilement compter sur le système habituel dans lequel les ressources sur lesquelles les enseignants vont eux-mêmes se former ou qu'ils vont utiliser en classe arriveraient de tout en haut. Donc en fait, ça va être une formation par les pairs qui va fonctionner. Et c'est ce qui marche déjà. Aujourd'hui, les meilleures choses à lire qu'on va trouver pédagogiquement, didactiquement sur l'intelligence artificielle sont distribuées sous forme de ressources éducatives libres avec des licences Creative Commons permettant ce partage. Donc je crois que c'est ça que j'essaye de promouvoir dans le cadre de la chaire UNESCO. Vous parlez de vous appuyer sur les pairs. En fait, de nombreux collectifs travaillent de cette façon. Est-ce que vous vous appuyez sur eux? Est-ce que vous avez des relations? Comment voyez-vous justement ce travail de ces collectifs par rapport à une institution comme l'Éducation nationale, qui est en fait une grosse machine? Voilà, la bonne nouvelle, c'est que l'Éducation nationale est aussi sur ces sujets. L'Éducation nationale a une vraie réflexion sur l'intelligence artificielle et l'Éducation nationale, depuis quelques années, fait un gros travail pour avoir une politique qu'elle peut appeler sur les communs. C'est un autre terme pour expliquer finalement cette notion de partage. La MOPA, qui porte le mot partager dans sa devise, comprendra ça. Partager, à dire, c'est facile. À faire, c'est très très difficile. Les gens ont du mal à comprendre tous les barrages qu'il peut y avoir à partir du moment où quelqu'un dit « Tiens, voilà, j'ai écrit un texte et je veux le partager ».
C'est très difficile à faire. Il y a des enjeux de le faire dans les règles de l'art. Il faut aussi pouvoir avoir un endroit où ces ressources seront découvertes. Il faut gérer la question des licences pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre cette ressource et continuer à la faire vivre. Donc c'est tout ça qu'on cherche à faire. Donc il y a des aspects légaux, il y a des aspects techniques, il y a des aspects didactiques, il y a des aspects faire travailler la communauté, faire comprendre les avantages qu'il y a à utiliser tout ça. Donc un côté aussi un petit peu militant, c'est évident. Tout ça fait partie de notre travail. Et vous avez raison, c'est fait avec d'autres. D'accord ? Il y a d'autres qui portent ces valeurs avec d'autres mots parfois, mais a priori, le mot-clé, c'est partager la connaissance. Et on est quand même, heureusement, beaucoup à penser que c'est ça la clé. Vos travaux, aujourd'hui, et en particulier les productions libres de droit que vous proposez, vous ne les proposez pas seuls, vous les proposez dans un groupement d'États. Est-ce que l'Europe, face aux États-Unis, face aux moyens que mettent les Chinois dans l'intelligence artificielle, est demain compétitive et comment peut-elle faire pour être justement à la pointe de ce qui est de mieux pour les jeunes et pour les enseignants dans l'avenir? Donc, c'est compliqué, soyons clairs. Les sommes financières en jeu sont colossales et que ce soit la Chine ou que ce soit les États-Unis sont en train de mettre des moyens disproportionnés par rapport à ce qu'on est en train de mettre. Parce que ils ont ces moyens et parce qu'ils ont des modèles financiers qui vont favoriser ce type d'investissement. Alors, les grands groupes, les plus grands groupes mondiaux sont là-dessus. Alors nous, on peut être sur d'autres choses. On peut quand même travailler sur des IA souveraines, des IA souveraines européennes. On peut aussi travailler sur utiliser les IA nord-américaines, mais à travers des filtres qui vont quand même atténuer le côté les biais importés, ou atténuer la question aussi des droits des personnes qui peuvent être bafoués si on est obligé systématiquement de leur donner toutes nos données. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Ensuite, une chose, c'est la partie technologique sur laquelle on n'est pas en retard. On sait aussi que les scientifiques français sont aujourd'hui travaillent dans ces entreprises-là, donc participent à l'effort mondial. On n'est pas systématiquement en retard là-dessus. Là où il faut être en avance, c'est sur le partage des connaissances permettant à tous de s'en servir de manière équitable. Et là, il y a des choses sur lesquelles on pourrait être meilleur que les Américains ou que les Chinois, je le crois. On pourrait. Vous avez des pistes ? Je pense que le travail européen, la Commission européenne qui finance des projets européens, tels que celui qui vient de se terminer, nous a permis à 5 pays de travailler ensemble pour développer des ressources pour les enseignants. C'est intéressant parce qu'en travaillant ensemble, on peut s'enthousiasmer les uns les autres, on peut aussi se tirer gentiment la bourre quand même, à un moment donné, penser on est meilleur que les autres, et puis réaliser que ce qu'ils font est pas mal, et se demander si on peut réintroduire ce qu'ils sont en train de faire dans notre système. Donc la coopération européenne, elle doit se faire vraiment, et là, coopération entre les ministères, c'est absolument génial. Vous avez été de ceux qui ont été un peu à la pointe de ce que l'on pouvait faire mieux concernant le numérique. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, l'accélération est plus grande. Et est-ce que c'est la même problématique? Et est-ce que vous pensez que l'on pourra y arriver peut-être mieux qu'on a réussi sur le numérique? C'est très compliqué comme question. Déjà, remarquons que sur le numérique, il y avait une progression. Moi, je m'étais beaucoup plus penché sur la question de l'informatique, oui. Donc sciences et technologies. Et là, il faut quand même remarquer que malgré tout, ça a mis 40 ans pour arriver en France. Entre le moment où il y a eu des balbutiements dans les années 70, puis le moment où c'est apparu dans les programmes de lycée, il a fallu attendre 40 ans. Donc, si on y réfléchit, on se dit que l'IA, peut-être, il va falloir attendre 2064. Ça fait un peu peur, quand même. Donc, il va falloir aller plus vite, ça c'est évident. Mais peut-être l'enjeu n'est peut-être pas d'en faire une discipline. Pour l'informatique, c'était clair. Il y avait déjà une discipline qui existait à l'université. Donc, le chemin paraissait tracé. Le travail de création d'une discipline scientifique avait été fait. Il fallait la remettre au lycée. Pour l'IA, c'est probablement pas ça l'enjeu. Pour l'IA, l'enjeu, c'est de réussir à construire quelque chose qui est à mi-chemin entre du scientifique et du technique, parce qu'il y en a. Et puis, de l'autre côté, proche des sciences humaines, parce que l'IA, c'est beaucoup de questions économiques, c'est beaucoup de questions d'éthique, c'est beaucoup de questions d'usage.
Alors, l'un sans l'autre, ce serait totalement dommage. Et là, ça va être difficile dans un pays comme la France, où on aime bien couper en deux systématiquement et dire c'est soit l'un, soit l'autre. Le challenge ici, c'est de faire quelque chose qui serait les deux. En résumé, vous êtes optimiste? Oui, parce que la prise de conscience, elle est très grande. Les obstacles, on les connaît, on les a vus par le passé. Il y a une prise de conscience. Le danger, c'est celui de vouloir régler un problème aussi important que celui-là. Problème, c'est pas le mot, mais une question aussi essentielle que celle-là, avec une simple rustine. D'accord, vous collez le mot IA sur une discipline, en train de dire c'est bon, c'est dans le programme. D'accord, ça me ferait très très peur, parce que là, soudainement, vous cassez tout le monde dit ça y est, le problème est réglé, on avance, et puis 10 ans après, on arrive normalement à la conclusion que ça marche pas. Mais si on évite la solution de la rustine, s'il y a une vraie réflexion, il y a tous les atouts en France pour que ça fonctionne. Merci beaucoup, Colin Laïa. Merci.